Au cours des 30 années de vie active maintenant qui sont derrière moi, j'ai eu la chance depuis pratiquement 18 ans maintenant d'exercer des fonctions de direction générale dans des entreprises de taille et de secteurs très divers. Et évidemment, j'ai donc été confronté à des problématiques de pilotage et de conduite du changement et différents scénarios de transformation. Il faut bien reconnaître, au fil du temps, dans des contextes et des environnements qui sont devenus de plus en plus agiles, comme on dit maintenant. J'ai exercé dans deux types d'activités, toujours dans le domaine du service aux particuliers et services aux entreprises, avec pour moitié de ma carrière un exercice dans le domaine des assurances de personnes, c'est-à-dire l'assurance vie, l'assurance santé, l'économie de la santé au sens large. Et puis pour l'autre moitié de la carrière dans le domaine de la gestion du patrimoine, c'est-à-dire pour faire simple, l'immobilier sous toutes ses formes et la gestion d'actifs. Alors j'ai plusieurs exemples en tête, dont deux qui sont particulièrement centrés sur la problématique qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'impact des méthodes de management et l'impact d'une conduite réussie du changement sur le scénario de transformation. Premier exemple, c'était il y a une quinzaine d'années, donc là on est dans le domaine des assurances collectives, c'est-à-dire la fabrication et la distribution de régimes de santé et de prévoyance pour les entreprises au profit de leurs salariés. Là, j'ai dû transformer des équipes de vente. La consigne de l'époque, je me rappelle, c'était transformation en douceur, mais avec obligation de résultat, c'est-à-dire en fait changer un modèle économique qui était devenu un tout petit peu dépassé. Deuxième exemple, cette fois dans le domaine de la gestion de patrimoine. Alors je l'ai fait à deux reprises, une fois en début de carrière et une autre fois plus récemment. J'ai dû procéder à l'intégration et au rapprochement un peu forcé d'entreprises avec des cultures très très différentes. C'était une consigne de l'actionnaire, mais vous imaginez bien les phénomènes de résistance au changement quand vous avez des cultures très différentes, voire opposées à l'origine. Dans le premier cas, changement de modèle économique, c'est un scénario assez classique, et pourtant la cible était plutôt bien définie dès le départ, elle était plutôt bien claire, elle était déjà expliquée aux équipes, voire même intellectuellement elle était presque partagée par la majorité des équipes. En fait, il s'agissait de transformer des équipes terrain, peut-être même très proches des clients, trop proches des clients, en tout cas jugées trop soft par l'actionnaire, puisque issu en fait du monde de l'économie sociale, une institution de prévoyance, et de les transformer progressivement en vrais vendeurs. C'était la consigne de l'époque, donc un peu plus agressif dans le bon sens du terme, et de les faire rentrer progressivement dans le monde concurrentiel, c'est-à-dire dans une compagnie d'assurance. Scénario assez partagé par tout le monde. La vraie difficulté, c'est quand vous commencez un scénario de transformation de ce genre, tout le monde sait autour de vous, et vous-même vous savez très bien, que seul un collaborateur sur deux, ou deux sur trois, pourront vraiment évoluer dans le sens que vous voulez, et c'est toute la difficulté, le doigté de ce genre d'exercice. L'autre cas était radicalement différent, puisque on voulait fusionner des cultures différentes, des scénarios, des commerciaux rémunérés différemment, commercialisant des gammes de produits presque opposés, s'adressant à des segments de clients qui n'étaient pas du tout les mêmes. Donc là, il fallait stratégiquement commencer par définir la cible, il fallait carrément l'inventer, avant de l'expliquer et de la vendre aux deux entreprises. Et derrière, vous imaginez bien, essayer de tout changer progressivement, au prix de formation, de changement de gamme de produits, d'évolution de système de rémunération, changement évidemment des contrats de travail, négociation avec les instances, et vous changez tout jusqu'aux indicateurs clés de performance de l'entreprise. La question des valeurs et des règles, je crois d'abord qu'il y a un principe clé très simple qu'il faut avoir en tête, c'est de bien connaître ou d'imaginer le facteur temps. Quand vous voulez transformer des organisations et faire évoluer
des équipes ou des sociétés, il faut absolument que vous maîtrisiez le temps dont vous disposez, peut-être même un temps caché. Les actionnaires ou les hiérarchies ne disent pas toujours tout ou ne sont pas toujours constantes, mais vous devez absolument savoir si vous disposez, pour faire évoluer tout le monde, de 6 mois, d'1 an ou 2 ans. Après, je crois qu'il y a 3 règles à respecter. Dialoguer, expliquer, former. Et puis, 3e règle d'or, s'appuyer en permanence sur l'encadrement. Dialoguer, dans toutes les entreprises où je suis passé, j'ai toujours essayé d'être transparent, d'expliquer ce que je voulais faire, ce qu'on me demandait de faire, là où je voulais, on me demandait d'emmener les équipes. Ça suppose de discuter avec, bien sûr, vos cadres, dialoguer avec tout le monde, jamais louper l'occasion d'une réunion, d'un séminaire, d'un dialogue, négocier, bien sûr, avec les instances sociales et être en permanence transparent. Je crois aussi qu'il faut savoir donner avant d'exiger. Vous allez exiger des choses très compliquées, scénario de transformation, changement de contrat de travail, changement de système d'organisation, c'est toujours très complexe. Il faut savoir donner avant de recevoir, et c'est très facile, alors que vous avez un objectif en tête de tout transformer, c'est très facile de donner avant de commencer des petites choses, lancer une nouvelle gamme de produits, démarrer à l'improviste une négo qui n'était pas prévue avec vos instances, ce qui vous permettra derrière d'être encore plus exigeant, mais aussi reconnu. La 2e règle, c'est former. Ça, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un État quand il veut réformer. Il faut mettre en capacité les gens que vous voulez voir se transformer, leur donner la capacité de réussir la transformation. Ça passe forcément par de la formation. C'est certainement de l'argent, beaucoup d'argent, c'est surtout beaucoup de temps et d'énergie à passer. Et puis après, la 3e règle d'or, c'est de s'appuyer sur son encadrement. C'est une lapalissade, mais vous devez forcément avoir vos principaux cadres avec vous, et donc ça commence par leur expliquer à eux, faire partager, dialoguer évidemment avec eux, et quitte, là, il faut avoir la clairvoyance de le reconnaître, quitte à en changer partiellement 2 ou 3 si ils ne vous suivent pas. Alors ça, en 32 ans de carrière, je crois honnêtement que je les ai à peu près toutes faites, toutes essayées au fil du temps, au fil des modes, au gré également des modules de formation continue qu'on me faisait suivre également moi-même. 32 ans après, je crois que je me méfie beaucoup des modes. Aujourd'hui, la mode, c'est le digital, le figital, les supply chain, le lean management. Voilà. En matière de management, on parle beaucoup de lean management. Je crois que si on parle en bon français, basique, vous avez certains managers qui sont très tournés vers le relationnel, très tournés vers l'autre, très tournés vers l'être. Et là, vous avez des styles de management très participatifs ou persuasifs, vous appelez ça comme vous voulez. À l'autre bout du spectre, vous trouvez des managers obsédés par le résultat, qui ne sont centrés que sur l'atteinte du résultat. Et moi, dans la vie courante comme en matière de management, je me méfie toujours des extrêmes, et j'essaie de toujours trouver un point d'équilibre entre le management très participatif et le management très directif. Ça signifie de mettre en place et d'entretenir au sein d'une organisation ou d'une entreprise un mode d'organisation qui soit clair, qui soit innovant, qui laisse la place à l'individu, qui soit fondé sur des relations interpersonnelles respectueuses, et un mode de management qui laisse la place aux hommes et aux femmes. Alors oui, je veux bien faire mienne la notion de management totalement équitable, c'est-à-dire équilibré, loyal, transparent, très exigeant pour autant, et donc équitable. Les freins, ils sont multiples et de tous ordres. Vous avez certaines personnes qui ont du mal, c'est inévitable, à évoluer, même en mettant beaucoup de pédagogie, de persuasion, d'amour, de temps, de formation.
tout le monde, ça serait un leurre de croire le contraire, tout le monde ne parvient pas à la transformation voulue. Ce que vous allez rencontrer parfois en tant que manager, c'est ce que j'appelle des petites turpitudes tactiques. C'est-à-dire non pas des collaborateurs qui ne peuvent pas évoluer, mais certains qui ne veulent pas, qui font un choix tactique tout autre. Et ça, vous devez le déceler dès le départ. C'est vrai pour les collaborateurs de tous les échelons, la base, les échelons intermédiaires. C'est vrai également pour votre encadrement supérieur. Et histoire de mettre un petit brin d'humour, ça peut aussi concerner les turpitudes tactiques, votre actionnaire ou vos donneurs d'ordre. Donc maintenant au niveau des résultats, à la fois les résultats économiques pour l'entreprise et les résultats pour les populations managées. Dans le premier cas de figure qui était un changement de modèle économique, c'est presque plus facile à opérer paradoxalement qu'une fusion. Là ça s'est traduit assez rapidement. Alors rapidement il faut s'entendre, la rapidité pour un actionnaire et pour un collaborateur, pas toujours la même chose, mais en moins de 2 ans, par une amélioration drastique des résultats, c'est-à-dire passer de résultats nets négatifs à une situation de profitabilité, ce qui est essentiel pour la pérennité de l'entreprise. Pour les collaborateurs, 80% des équipes commerciales ont clairement gagné en employabilité, et ça c'est finalement l'objectif majeur dans un scénario de transformation. Maintenant, nous ne voilons pas la face. Ce serait illusoire d'imaginer que quand vous commencez à rentrer dans une conduite drastique de changement, 100% de la population, 100% des collaborateurs vont pouvoir réussir. Dans le deuxième scénario, fusion de sociétés et surtout si les cultures sont très différentes à l'origine, ça peut être beaucoup plus compliqué. Pour l'entreprise, c'est relativement facile dans le cadre d'une fusion de faire des économies d'échelle. Et là, vous gagnez en termes de résultats nets assez rapidement, peut-être même plus rapidement encore que dans le premier cas, 1 ou 2 ou 3 millions de rentabilité. Au niveau des équipes, par contre, le vrai sujet va dépendre des disparités de culture d'origine et puis évidemment du nombre de sureffectifs ou de doublons dans les deux entreprises d'origine. Au-delà des règles d'or que vous pouvez lire, travailler, je vous encourage vraiment à le faire, à bosser dans les méthodos de management sous toutes ses formes. Je crois que ce qu'il faut retenir humblement, c'est quelques règles très simples. D'être en permanence transparent avec vos équipes, dire à l'avance ce que vous allez faire et faire ce que vous avez dit, être loyal, jamais trahir, être constant dans ses décisions, transparent, loyal, et puis d'appliquer les 3 principes clés que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous allez devoir dépenser une énergie folle dans le dialogue, dans l'explication, la pédagogie. Vous allez avoir à investir énormément de temps et de l'argent dans la formation. Vous ne pouvez pas mettre en place des scénarios de transformation dignes de ce nom sans former, aider, accompagner les gens et vous appuyer fortement sur votre encadrement de continuité.